Vous regardez New York Info, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité. Les Togolais ont voté le 17 juillet dernier dans le calme pour les élections municipales en scrutin tenu au lendemain de manifestations sociales. Ces derniers réclamaient de meilleures conditions de vie. Sénat Lipuy, sénateur vice-président de l'UFC, l'Union des forces de changement, parti d'opposition. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Charlotte, c'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau. Et vice-président de l'UFC, maintenant on peut ajouter conseiller municipal élu. Puisque les élections se sont bien déroulées dans l'année. Tout à fait, c'est le sujet de discussion dans cette émission du jour au lendemain de ce scrutin. Comment appréciez-vous le déroulement? Comment est-ce que ça s'est passé pour vous à l'UFC? Je peux faire une appréciation globale puisque nous sommes toujours en train d'attendre les résultats définitifs qui vont être proclamés par la Cour suprême. Mais à cette étape où les résultats provisoires ont été proclamés, je peux faire un bilan presque complet pour dire qu'en termes de matière préélectorale, les choses se sont bien passées. Les gens ont pu mettre à jour le fichier électoral. Il n'y a pas eu trop de problèmes. Nous avons pu faire la campagne électorale malgré les tensions artificielles qu'il y a eu dans le pays, ce qui n'occulte pas les problèmes de fond, qui eux sont bien réels, malgré ce climat de tension. Nous avons eu un scrutin apaisé. Les gens ont pu exercer leur droit de vote. Ceux qui souhaitaient aller ont pu aller dans le calme, ont voté. Ceux qui souhaitaient s'abstenir ont pu s'abstenir également. Et il n'y a pas eu de manifestation, tout s'est déroulé dans un climat apaisé. Bon, bien entendu, nous sommes une jeune démocratie et comme tout scrutin, ça vient avec son lot d'irrégularités sur lesquelles nous allons prendre le temps de travailler tranquillement et voir comment nous pourrons faire mieux à la prochaine élection pour que ça ne soit que vraiment résiduel. Sinon, donc globalement, le scrutin a été apaisé et je pense qu'en dehors de quelques recours qu'il y a, le fait que tout le monde accepte aussi les résultats est une preuve de la maturité, non seulement du peuple togolais, mais aussi de la classe politique. Parce qu'il y a eu, nous avons connu l'époque où la proclamation des résultats, même provisoires, entraînait soit des manifestations de rue ou bien beaucoup d'agitation au sein de la classe politique. Ce Togo-là est derrière nous. La seule chose qui doit maintenant passer derrière nous, c'est la violence que nous avons connue, que ce soit dans les pensées, dans les propos, dans les actes. Donc quand je dis dans les propos sur les réseaux sociaux et tout le reste, et dans les actes qu'on a vus lors des manifestations des 5, 6, 26, 27, 28. On ne veut plus de violence, que ce soit tant du côté des forces de l'ordre que du côté des manifestants. Je pense qu'on peut faire la politique et on peut s'exprimer sans qu'on nous compte des morts ou des blessés ou des destructions de biens publics à l'issue de ces revendications. Mais nous reviendrons là-dessus. Donc, de façon globale, si je devais noter le scrutin que nous venons de traverser, je lui donnerais 7 sur 10. Et vous parlez de maturité. En même temps, des observateurs, eux, parlent, en tout cas des observateurs de la vie politique togolaise, parlent plutôt d'un sentiment de désintéressement, en tout cas des électeurs. Un taux de participation annoncé par la CENI à un peu plus de 50%. N'est-ce pas faible à votre avis? Non, pas du tout. Si vous prenez les résultats de la dernière élection municipale au Togo, ici au Togo, en 2019, le taux de participation aussi autour de 50,5%. En tout cas, ça ne dépassait pas 52%, pour sûr. Je crois que c'est 50,5% si je dois me mettre plus précis. Donc là, nous avons quand même une progression de 5 points dans le taux de participation. Là, on est à 55 ou 56. Donc il y a quand même une progression de 5 points. Et puis de façon générale, les élections municipales ne sont pas une élection qui suscite beaucoup d'engouement. Si vous prenez un pays comme le Ghana voisin, les dernières élections municipales ont connu un taux de participation de 35%. Ça, c'est donc juste l'année dernière. Si vous prenez la Tunisie, février 2024, le taux de participation est de 12,46%. Il y a des pays maintenant où le taux est plus élevé, comme en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, les élections municipales ont connu un taux de participation de 44,6% lors des dernières municipales. Mais donc, tout cela, c'est bien... Est-ce une bonne nouvelle pour le Togo, moins d'engouement autour des scrutins municipaux, alors que le pays, justement, est en marche, la décentralisation est en marche au Togo? Est-ce que... Absolument. Il faut dire que la décentralisation est toujours assez balbutiement. C'est la deuxième élection
municipales que nous tenons sur les 30 dernières années. Avant, nous avions des délégations spéciales avec des gens qui sont nommés. Donc, c'est déjà enraciné dans la tête des gens que le maire et tous ces gens-là, c'est l'administration. Mais comment renverser la tendance à l'avenir? Ça va venir progressivement. À la dernière élection de 2019, nous avions 50,5% de participation au Togo. Donc, en avance sur tous les autres pays que j'ai cités déjà. Et là, nous sommes à 55%, 55-56%. Bon, pour moi, 44% d'abstention, c'est beaucoup. Ou 45%, c'est vraiment beaucoup. Mais ce n'est que le temps, la formation et l'éducation des gens et l'implémentation du nouveau système parlementaire que nous avons mis en place, où les résultats vont déterminer les élections de plus en plus, les résultats sur le terrain vont déterminer les résultats des élections de plus en plus. Là, puisque les conseillers municipaux font partie des grands électeurs. Ah, bien sûr. Et donc, si vous êtes conseiller municipal, votre parti ne fout rien. Vous êtes député, votre parti ne fout rien. Vous êtes sénateur, votre parti ne fait vraiment rien. Bon, au prochain round, ça risque d'être un problème. C'est aussi de votre responsabilité en tant qu'homme politique? Oui, nous allons continuer à éduquer. Je pense que nous avons aussi failli, quelque part. C'est-à-dire que lorsque nous avons voté favorablement le régime parlementaire et que nous l'avons implémenté, 2 semaines après, nous étions dans un processus électoral. Donc, nous n'avons pas pris le temps de nous asseoir pour aller vers la diaspora, pour lui expliquer ce que nous étions en train de faire, pour aller sur les réseaux sociaux, pour vraiment méthodiquement leur expliquer qu'est-ce que nous étions en train de faire et comment ça va affecter leur quotidien. Mais le gouvernement avait pris le temps d'organiser une tournée de sensibilisation sur la question. J'y ai participé, l'Assemblée aussi l'a fait, mais ça, c'est-à-dire que c'est des démarches institutionnelles. Là, je suis conseiller municipal élu dans Agné 1. Il est de ma responsabilité dans ma commune, qui est ma communauté, de leur expliquer qu'est-ce que nous faisons concrètement. Et cette proximité est telle que le message passe plus facilement. Vous savez, pendant la campagne, j'ai été dans de tout petits villages, même les villages éloignés. On se regroupe, même si c'est la nuit, à 50, 60, 100, et on discute. Le contact est direct. Je pense que si après la tournée de l'Assemblée nationale, la tournée du gouvernement, comme député, nous l'avions fait, et que maintenant les conseillers municipaux, tout le monde était dans cette dynamique-là de façon continue, surtout à Lomé qui est un grand centre urbain, il y aurait eu une meilleure compréhension de ce que nous avons fait comme réforme. Et bien entendu, comme toute réforme, elle n'est pas parfaite. Il y a beaucoup de choses qu'on peut reprocher à cette Constitution. Mais moi, j'aimerais justement qu'on débatte et qu'on voit qu'est-ce qui peut être amélioré. Comme ça, on le change, puisqu'on est déjà dedans. Plutôt que de dire qu'on n'en veut pas, on retourne à l'autre Constitution, ce n'est pas possible. Et je pense que tous les partis politiques, à l'exception de quelques-uns qui n'ont de toutes les façons pas l'habitude de participer aux élections, ont participé à ces élections-là. Ce qui veut dire que quel qu'en soit ce qu'ils pensent, quel qu'en soit ce qu'ils disent, ils ont bel et bien empoché l'argent pour la campagne électorale, participé aux élections, et ils sont calmes à l'issue des résultats. Donc de façon tacite, tous ces partis politiques participent à la 5e République et sont dans la 5e République. Donc c'est un faux débat maintenant. Maintenant, il faut voir comment soulager les Togolais. Les gens ont posé des problèmes. Les jeunes ont posé des problèmes sur les réseaux sociaux. Cette pression sociale, le scrutin s'était déroulé dans le calme, et c'est-à-dire que la grogne numérique est peut-être en train de s'étouffer, selon vous? Non, ce qu'il faut dire de ce que vous appelez grogne numérique, moi je dirais que c'est un cri de détresse d'une partie de la jeunesse. Donc il y a des jeunes qui quittent le pays, qui vont s'expatrier ailleurs pour travailler ou pour toutes sortes de raisons. Comme tout pays, il y a une certaine émigration. Mais ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, moi comme homme politique, je ne le vois pas ou je ne l'ai pas perçu comme une menace, même s'il y avait volonté de déstabiliser les institutions, ce avec lequel je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord avec la forme qu'ont pris leurs revendications, c'est-à-dire avec beaucoup d'insultes, des messages de haine, destruction de biens publics. On apprend aux gens comment faire des cocktails Molotov. On demande aux manifestants de se pointer aux manifestations avec des lance-pierres, avec du fer à béton, des billes. Ce n'est pas de la politique, ça, et ce n'est pas des revendications, ça. Mais les revendications, c'est-à-dire ce qu'ils disaient derrière, les problèmes de fond qu'ils posaient maladroitement, certes, ce sont de vrais problèmes.
Et moi, je suis à l'écoute et comme je ne regarde Aujourd'hui, vous voilà élu. Oui. Quelles sont justement les solutions à apporter à toutes ces revendications que vous jugez d'ailleurs légitimes? Il y a une partie de ces revendications que nous connaissions déjà, que nous connaissions et que nous vivons déjà, sur lesquelles nous travaillons. Mais pour être sûr de ne rien rater, et comme je vous le disais, on a péché dans ce sens-là, on n'est pas allé assez vers les gens, j'irai vers ces jeunes-là, qu'ils soient ici, dans la diaspora ou les réseaux sociaux, pour échanger avec eux, surtout pour les écouter. Parce que eux, c'est des structures informelles, c'est des individus, ils parlent de problèmes. C'est pas un groupe organisé, vous l'appelez peut-être M66 ou M666 ou ce qu'on veut. C'est pas un parti politique, ils n'ont pas de structure ils n'ont pas de structure les porteurs, en tout cas. Ils n'ont pas de structure de prise de pouvoir. Ils ne peuvent pas former un gouvernement cet après-midi. Ils ne participent pas aux élections. Donc, c'est des cris dans la nature. À nous, politiciens, d'être à l'écoute. Mais auquel vous êtes attentif, puisque absolument, vous avez... absolument. Donc, maintenant, je suis un tout petit peu ce qu'ils étaient en train de revendiquer. Parce que moi, en fait, dès qu'il y a des insultes dans les propos, et je les vois, il y a beaucoup de colère, je ne perds pas de temps avec ça. Mais ça a créé une situation qui nous a obligés à nous arrêter, à nous demander, bon, qu'est-ce qui ne va pas? Et je dis, ben, ils ne parlent pas bien. Mais ce qu'ils sont en train de dire, il y a le fond et il y a la forme. Dans le fond, là, il y a des éléments que nous n'avons pas encore réglés. Il y a des éléments aussi qu'il y a dans ce qu'ils disent qui ne sont pas exacts. Il y a beaucoup de choses que le gouvernement a faites sur lesquelles il ne communique pas. Bon, moi, comme opposant, je n'ai pas intérêt à communiquer là-dessus puisque nous voulons un jour que notre parti aussi arrive au pouvoir. Mais le gouvernement a fait beaucoup de choses sur lesquelles il ne communique pas. Donc ces jeunes ne sont pas au courant. Et comme eux, ils sont dans l'instantané. Justement, ils veulent des choses quelles maintenant. leçons tirez-vous de cette expérience en tant qu'homme politique, justement dans le sens de communiquer davantage sur ce qui marche, sur les réalisations concrètes? Absolument. Je ne viens pas jeter des fleurs au gouvernement, mais il faut dire que nous sommes sortis d'une situation post-Covid avec un taux d'inflation autour de 4-5%, sinon plus. On a même atteint 6 ou 7% à un moment donné. Au mois de juin 2025, selon l'INSEE, l'Institut de statistiques, nous avons un taux d'inflation d'1,9%. Ce n'est pas des chiffres qui viennent de moi, c'est des chiffres indépendants. Le déficit public dont on parle, qu'il est abyssal, on parlait de 68% de déficit et tout ça là, il est en baisse. Éventuellement, on va revenir à là où est-ce qu'on était avant qu'on ne subisse des chocs externes. C'est pourquoi nous n'attaquons pas le gouvernement sur ces questions-là, parce que ce ne sont pas des choses qui étaient dans son contrôle. Bon, il y a la question de la vie chère que nous vivons tous. Il y a des choses que le gouvernement fait. Il y a les 10 mesures que le chef de l'État, le président de la République à l'époque, avait prises, qui ont eu un impact dont on ne parle pas assez. Mais il y a surtout aussi ce qui reste à faire. Et comme on a tendance à oublier tout ce qui a été fait et on se concentre surtout sur ce qui n'est pas encore fait ou qui est en cours d'être fait et on crie, on a l'impression que rien n'est fait. Il faudrait éventuellement qu'on s'asseye pour faire un bilan politique, économique et social des 20 ans du régime précédent, puisque nous sommes dans un nouveau régime maintenant. Et on verra qu'il y a eu beaucoup de progrès, mais qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Et que nos divisions, notamment au niveau de la classe politique, ils sont pour beaucoup dans le retard du Togo, dans tous les domaines. Les gens viennent nous citer souvent le Bénin, le Ghana, que là-bas ça a progressé. Je dis, bon, là-bas à un moment donné, ils ont compris que la politique ne va pas tuer le pays. Celui qui a le pouvoir, qui gouverne, il faut qu'il y ait un minimum de calme et de stabilité pour pouvoir gouverner. Si vous faites du désordre tous les 2-3 jours, à la fin de son mandat, ce qu'il avait prévu faire n'est pas fait. Bon, il n'a pas envie de partir parce qu'il veut terminer ce qu'il a commencé. Et on est reparti. Le nouveau mandat, vous reprenez le même manège et on est là 5 ans, 10 ans, 15 ans. On peut faire 50 ans dans cette affaire-là. Alors qu'il faut être fair play. Là, nous venons de sortir des élections municipales. Parti au pouvoir, avec un taux de participation de 55%. Justement, ces élections ont relancé le débat. Malgré les appréciations politiques du taux de participation, on a noté à Lomé un très faible, on va dire une faible participation. Mais pourquoi est-ce que les élections attirent de moins en moins au Togo? Au Togo, il peut y avoir plusieurs raisons. Et comme je l'ai dit, nous irons vers les gens pour les écouter. Il se peut que leur priorité ait changé. Ils ont plus de préoccupations de nature économique et sociale. Souvenez-vous, lorsque Novici a été lancé, l'engouement que cela a suscité, il y a des gens même qui ont pris l'argent 2-3 fois, parce que c'était quelque chose qui les intéressait. Là, on dit d'aller voter.
C'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Ça va vous permettre de choisir ceux qui vont mener les politiques qui vont vous affecter. Certains vont, d'autres ne vont pas. On peut dire qu'en gros, un Togolais sur deux va. Sur le 1 Togolais sur 2 qui va, 3/4 ont voté pour la majorité. 25% pour le reste. Dans les 25% là, l'ANC et puis nous-mêmes, on est 5%. Donc, nous plus unir, ça fait 80. Tout le reste, 20%. Comme la loi de Pareto, c'est-à-dire que 80% des candidats ne représentent que 20% des Justement, suffrages. vous en parlez, revenons-en clairement aux résultats provisoires annoncés. L'Union pour la République Unir, donc le parti au pouvoir qui donc remporte 1150 conseillers municipaux. L'ANC en deuxième position avec 51 conseillers. Et vous arrivez, quand je dis vous, votre parti, l'UFC, avec 41 conseillers municipaux. Encore une fois, très battu. Oui, bon, je reviens justement de Pierre des Évalas. On peut dire que l'opposition a été un peu terrassée, comme ça peut se produire aux Évalas. Un peu, l'écart est considérable. Bon, le problème avec le Togo, c'est que les histoires de David et Goliath ne sont valables que dans la vie, dans la Bible. Dans la vraie vie, Goliath a terrassé David, malheureusement. Mais pour nous, c'est une leçon. Il faut qu'on s'organise. Quand vous avez un score pareil, vous allez à une élection, on dit que vous êtes deuxième. Dès qu'on demande quel est le taux, vous n'arrivez même pas à appeler le taux parce que c'est tellement faible, mais c'est une réalité. L'opposition togolaise est émiettée et en pièces détachées. C'est le reliquat de la 4e République. C'est-à-dire le reliquat dans le sens que au cours de la 4e République, c'est un système présidentiel et tout le monde veut être chef. Donc, dès que tu penses que tu as une idée brillante, tu crées ton parti avec tes amis et vous aussi, vous rentrez dans la compétition. Donc, on a 124 partis. Nous venons de basculer dans un régime parlementaire. On vient d'aller aux élections. On constate qu'il y a quand même 5 principaux partis. Si je prends tous qui ont plus de 30 sièges, au moins. Donc, il y a UNIR, ANC, UFC, ADI et Bâtir. Et dans ce lot-là, vous voyez qu'il y a au moins 3 qui sont d'implantation nationale, c'est-à-dire UNIR, qui a présenté des gens dans 117 communes, ANC, du président Fabre, qui est un parti d'implantation nationale, et l'UFC. Nous aurions aussi pu présenter les gens dans les 117 communes, nous n'en avions pas les moyens financiers. Honnêtement, c'est tout. Sinon, on aurait aussi fait... Et je pense que je ne peux pas parler pour l'ANC, mais les partis d'opposition sont des partis fauchés. Oui, avec ces résultats encore provisoires, mais unir une fois encore rafle tout. Oui. Mais alors, pratiquement, il n'y a plus de contre-pouvoir en place. Est-ce que cela n'est pas pour vous un piège pour la démocratie? Ça dépend des Togolais. Parce que, comme je le dis, c'est vrai que, comme libéral, fondamentalement, je suis pour le libéralisme politique et économique. Et donc, la liberté d'expression. Et c'est ce qu'on a demandé aux gens de voter. C'est ce qu'ils ont voté. Bon, moi, je suis contre le vainqueur prend tout. C'est que tu as gagné, tu ramasses tout. Même si les résultats des urnes disent que tu as tout gagné, je pense qu'il faut être conscient que dans un pays, il faut un équilibre. Même si la main droite est plus à droite, est plus habile que la main gauche, pour faire certaines choses, on a besoin des deux mains. Je pense qu'on puise beaucoup plus d'eau avec 2 mains qu'avec une main. Donc, et je sais d'expérience, puisqu'on a pratiqué le système présidentiel avec le président Faure Gnassingbé, et il se retrouve être le président de la majorité dans le nouveau système. Je sais que la personne elle-même est une personne ouverte d'esprit. C'est quelqu'un qui a une vision. C'est quelqu'un qui est ouvert et qui tient compte de l'autre. J'espère que cela va continuer, parce que c'est comme ça qu'on équilibre un peu les choses. Vous voyez au Sénat, malgré les résultats de la majorité, on a un certain nombre de partis politiques d'opposition, même qui ont été nommés sénateurs, pour qu'il y ait un équilibre, pour qu'il y ait un autre son de cloche. Donc je pense que... Mais mis à part la politique d'ouverture du président du Conseil, quelles sont les actions à votre niveau à pouvoir mettre en œuvre pour essayer de remonter sur la surface en tant que parti d'opposition? Non, moi, sincèrement, les résultats de cette élection, je tiens vraiment à féliciter tous mes candidats parce que vraiment, on est parti à la chasse au lion avec un couteau de table. C'est-à-dire que
vu les moyens que les autres ont déployés sur le terrain, vu les moyens que nous avions, on ne vendait pas cher notre peau. Mais nous savons que nous valons quelque chose. Et nous savons que nous sommes implantés dans tout le pays. C'est une question d'organisation et de moyens financiers. Sinon, en termes de gestion de ressources, avec très peu, nous avons fait ce que nous avons fait et nous sommes 3e. Donc nous avons 6 ans maintenant pour nous organiser, 6 ans pour tenir un discours qui rassemble, pour que les 124 partis deviennent peut-être 4 ou 5 partis. Mais l'État aussi a un rôle à jouer. Parce que dans cette affaire-là, on ne peut pas basculer dans un régime parlementaire qui est un régime par excellence des partis politiques et continuer à avoir des partis d'opposition qui sont institutionnellement faibles, qui sont financièrement faibles, dont la régulation n'est pas faite pour qu'ils puissent prospérer. Et de ce côté-là, on va ouvrir un débat au CPC, en tout cas nous allons en faire un de nos chevaux de bataille, pour qu'on revoie la charte des partis politiques, d'une part, pour qu'on revoie également le code électoral. Parce que quand vous prenez les élections municipales, les élections... En tout cas, quand vous prenez presque toutes les élections, l'élection se fait au plus fort reste. Donc cela permet une inclusion, sauf les élections législatives, à la plus forte moyenne. Et ça dessert l'opposition. Si vous prenez la circonscription au goût, où est-ce que j'étais candidat aux législatives l'année dernière, mes partisans voulaient que je sois tête de liste et pour les législatives et pour les régionales. Et je leur ai dit non, il faut un équilibre quand même. Je vais pour un, vous allez pour l'autre. Nous avons le même résultat. Il y en a un qui est élu conseiller régional et on me dit que je suis défait. Donc il faut un parallélisme des formes, une certaine équité pour que toutes les voix qui comptent dans le pays puissent être représentées dans les institutions. Ça ne sert à rien d'avoir 100% avec des velléités hégémoniques et de dire que je suis le plus fort et celui qui n'est pas avec moi est contre moi et on l'écrase. Ce n'est pas très élégant politiquement. Revenons-en à la crise sociale pour une sortie de cette situation, mais en tant que sénateur politique, mais sur quel tableau pensez-vous aujourd'hui que le Togo peut jouer pour améliorer et la gouvernance, relever les défis économiques et surtout garantir une répartition équitable des ressources disponibles? Alors, la corruption n'était pas un problème qui me préoccupait beaucoup. Je vais être honnête avec vous. Je suis venu en politique plus pour des questions de droits de l'homme, liberté fondamentale et toutes ces choses-là. Je me disais, mais pour qu'il y ait corruption, c'est qu'il y a un corrupteur, un corrompu, se sont entendus et l'État est chargé de les attraper. S'il ne les attrape pas... Mais vous avez un parcours de comptable. Oui, je sais. Et justement, le problème de corruption ne se pose pas vraiment pour nous puisque nous sommes à la base honnêtes par défaut. Donc, mais ce que je veux dire, ce n'était pas un de mes chevaux de bataille à l'époque. Mais je me rends compte finalement, après avoir passé quelques années ici, que la corruption, ce n'est pas seulement les gros bonnets qui sont riches. Presque tout le monde est corrompu dans le pays. De la plus petite affaire que vous essayez de faire avec quelqu'un dans la rue, jusqu'au sommet de l'État, tout le monde prélève une commission, il y a toujours des choses un peu opaques. Donc, on a cette culture de la tricherie qui commence à être ancrée et ça devient un problème sociétal. Donc, la lutte contre la corruption devient une priorité maintenant. Sinon, c'est un effondrement de notre société. C'est comme si on climatisait cette pièce et on laisse les fenêtres ouvertes, les portes ouvertes, et on se plaint qu'il fait chaud et que la facture d'électricité est élevée. Il faut qu'on ferme les portes et les fenêtres. Ceux qui ont pris ce qu'ils ont déjà pris, c'est déjà dans leur ventre, comme dit souvent mon ami Jerry Tama, ce qui est dans le ventre du singe lui appartient. Ce qui est même dans sa bouche n'est pas encore tout à fait à lui. Donc il ne faut pas revenir derrière pour aller déranger, aller remuer le chat qui dort. Mais il faut prendre des nouvelles mesures pour qu'il soit de plus en plus difficile de ne pas payer ses impôts, ou de voler, ou de tricher. Et je pense que ça devient une priorité. Et c'est quelque chose sur lequel nous allons travailler au cours des 6 prochaines années. Comme nous avons travaillé sur les questions de droits de l'homme, il y a eu beaucoup moins de problèmes de droits de l'homme maintenant qu'en 99, ou que même en 2000, ou même en 2005. Ça s'est estompé, il y a encore quelques cas, mais ce n'est pas ce que c'était. Donc la corruption, d'une part, et il faut vraiment qu'on tire profit des atouts que nous avons comme pays. Nous sommes déjà un hub portuaire. Nous sommes un hub aéroportuaire. Il faut qu'on devienne un hub financier. C'est vrai qu'il y a EcoBank ici, il y a BIDC, il y a BOAD, tout ça, mais il faut vraiment qu'on continue, Orabank, il faut qu'on continue à devenir une vraie place financière en Afrique de l'Ouest,
un hub financier, un hub commercial, donc vraiment développer tout ce qui est logistique pour que dans toute la sous-région, puisque nous avons un marché étroit, nous ne sommes que 9 millions ou 8 millions, ce que nous faisons ici reparte vers les pays qui sont plus peuplés et qu'on en tire une plus-value. Donc un hub financier, un hub commercial et un hub touristique. Nous avons 50 km de plage. Au lieu que les gens aillent faire leurs besoins sur la plage, nettoyons tout ça, ayons une belle marina, goudronnons les routes. J'ai fait l'aller-retour aujourd'hui Lomé-Pia. Donc j'ai fait 14 heures de route pour 840 km. Donc 420 pour aller, 420 pour revenir. 14 heures. Je conduis autant dans d'autres pays où les routes sont bien faites. 840 km, je vous le fais en 6 heures, 7 heures, sans excès de vitesse. C'est pour vous dire l'état de la nationale numéro 1. Donc il y a des choses, il y a des investissements qui doivent être faits. On ne doit pas regarder si ça va être rentable, c'est des biens publics. Il faut terminer les chemins de fer. Comme ça, on va transborder tous ces conteneurs qui arrivent de la route sur les trains qui vont les emmener jusqu'à Saint-Cassé, sinon plus loin. Ça va désengorger déjà nos routes. Et il faut élargir la nationale numéro 1 et utiliser une qualité de goudron qui est meilleure que celle qu'on a. Parce que le goudron qu'on a sur la nationale numéro 1, c'est un goudron malléable. C'est-à-dire que vous roulez dessus, et tout le monde passe dessus. On pleure les morts et puis on continue à rouler dessus. Au lendemain des élections, vous êtes élus, les Togolais attendent donc de vous voir à l'œuvre. Sénat à l'IPI pour ces élections dont les résultats provisoires sont disponibles. On attend toujours les résultats définitifs qui devront être donnés par la CENI. Est-ce qu'au niveau de l'UFC, vous avez des recours? Oui, pour la forme. C'est-à-dire que nous, de façon globale, nous acceptons les résultats tels qu'ils ont été proclamés par la CENI. Question de cohérence. Nous avons des gens à la CENI, nous avons des gens dans presque 40 CELI, nous avons des gens dans les bureaux de vote. Donc, on est dans tous les démembrements. Donc, pour la forme, là où vraiment le candidat s'estime lésé, on a pris, on a déposé. Mais ce n'est pas sur ça qu'on va aller mourir. C'est-à-dire que si ça passe, tant mieux. Si ça ne passe pas, ça ne va pas nous empêcher de dormir. Puisque nous sommes partie prenante au processus. Vous ne pouvez pas être dedans et dire que ce n'est pas bon non plus. Si ce n'est pas bon, de l'intérieur, on améliore ce qu'on peut améliorer, puis on avance. Et au lendemain de ces élections, quelles sont vos priorités? Nous, c'est toujours les 4 E et les 3 S. Eau, électricité, emploi, éducation, santé, sécurité, salubrité. Il doit y avoir dans chaque commune suffisamment d'eau pour tout le monde, d'électricité. Il doit y avoir des emplois pour garder les jeunes dans ces communautés-là. Il doit y avoir la santé, la sécurité et surtout la salubrité. C'est un problème sociétal, la salubrité au Togo. On en parle, ça a l'air abstrait. Les gens disent oui, il faut que le pays soit propre. Et eux-mêmes, ils jettent les choses un peu partout. Et le pays est sale. Et après, on dit, Lomé est sale, c'est la faute du président du conseil. Le président du conseil, ce n'est pas lui qui jette les ordures dans la rue. C'est les citoyens. Donc si on veut un changement dans ce pays, il faut arrêter de regarder qui est en haut et se dédouaner de ses propres manquements sur lui en disant que c'est à cause de lui que ça ne va pas. Il faut se poser la question, qu'est-ce que je fais moi qui contribue à ce que ce pays n'avance pas? Qu'est-ce que je peux changer? Et si tout le monde fait ce changement-là à son niveau, je crois que quel qu'en soit le président du Conseil... Vous posez ces dernières questions avant de conclure. Quelle doit être, selon vous, la contribution de chaque acteur pour un Togo émergent? L'émergence suppose 3-4 critères. On reviendra dessus la prochaine fois. Il faut le nombre, la population, une croissance rapide. Il y a une stabilité politique que nous sommes en train de rechercher avec le régime parlementaire. Et surtout un changement de mentalité. Et pour la fin, je vous raconte une anecdote. Je suis revenu de Pia, des Evala, et je n'ai pas pu assister aux Evala. Parce qu'il y a un problème de mentalité. Nous sommes dans un régime parlementaire qui est le régime des partis politiques. Et nous arrivons, je représente le chef d'un parti politique, en plus d'être sénateur. Mon secrétariat et moi-même avons pris toutes les dispositions pour que je puisse participer à la finale dans des conditions correctes. Et j'arrive, on veut me mettre dans les gradins avec les gens qui applaudissent. Chef de parti, dans un régime parlementaire. Alors que vous avez des journalistes et tous ces gens-là qui sont bien assis. Parce qu'au niveau des mentalités, les gens ne perçoivent pas encore qu'un parlementaire ou un parti politique, c'est important dans un pays. Ils pensent que nous sommes encore dans un ancien système où on se préoccupe uniquement du chef et tout le reste, ça n'a pas d'importance. Donc il y a un travail de pédagogie, de formation qu'il y a à faire. Et nous-mêmes aussi, il y a un travail à faire pour
ne pas accepter ce qui n'est pas acceptable, pour que ceux qui font ce qui n'est pas acceptable comprennent qu'il y a un problème et qu'on ouvre un débat, qu'on règle le problème. Et c'est comme ça que la société peut avancer. Donc, on a un énorme problème culturel dans le pays qui est qu'il faut que les mentalités changent. Et nous allons aussi, en plus de la corruption, nous battre, occuper les réseaux sociaux, la presse et les médias sur toutes sortes de thèmes politiques, économiques et sociaux pour graduellement amener les Togolais à changer de mentalité. Et je pense que si nous y arrivons, ça va faciliter le processus de développement dans lequel nous sommes tous engagés. Et pour cela, nous vous disons merci de accepter notre invitation sur New One Info. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également de nous avoir suivis dans l'invité du jour.